Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée d'information pour ceux qui préparent eux-mêmes leur déclaration d'impôt. Cette séance virtuelle d'aujourd'hui s'intéresse plus particulièrement à la fiscalité et la famille. Donc, en quelques secondes à peine, je vous dis un peu pourquoi la chaire se lance dans cette aventure. Alors, parmi la mission de la chaire, on a notamment pour objet de diffuser des connaissances sur des enjeux socio-économiques qui relèvent de la politique fiscale ou des finances publiques. Parmi les objectifs on a facilité la compréhension des politiques publiques. C'est un peu large. On a diffusé des connaissances auprès des décideurs, mais aussi auprès d'un large public. C'est auprès d'un large public, c'est ça aujourd'hui qui nous attire, qui nous anime pour faire cette soirée d'impôt. Donc, l'équipe aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors, mon rôle sera limité à celui d'animation, mais vous voyez déjà mes collègues qui ont ouvert leur caméra, Chantal Amiot, Sophie Bélanger, Caroline Lavoie, ainsi que Luce Samoisette. C'est Caroline Lavoie qui va faire le gros du travail pour présenter au début tout ce qui concerne la fiscalité et la famille. Et ensuite, mes autres collègues tâcheront de répondre aux questions que vous nous avez soumises au cours des derniers jours pendant votre inscription. Je prends quelques instants pour vous rappeler que sur le site de la chaire, vous pouvez trouver un guide des mesures fiscales. Donc, sur la page d'ouverture de la chaire, il y a le guide des mesures fiscales. Vous cliquez et là, vous voyez apparaître environ 12-14 onglets qui répertorient les trucs. Donc, on a pour les études, pour le travail, pour la santé, sur différents thèmes. Et quand vous cliquez sur le thème, elle a tous les crédits d'impôt, déductions, que ce soit tant offert par le fédéral ou par le Québec, sont expliqués dans le langage le plus simple possible. On a aussi un guide des transitions de vie. Donc, dans ce guide-là, plutôt que de décrire toutes les mesures fiscales, ce qu'on fait, c'est on dit lorsqu'il arrive quelque chose dans votre vie, donc vous passez de j'obtiens mon premier emploi, ou il y a un décès, ou je m'en vais vivre en couple, etc. Donc là, les fiches vont décrire à travers des situations, vont décrire un peu les éléments à considérer. C'est un peu l'exercice que nous allons d'ailleurs faire aujourd'hui, à quoi on pense lorsqu'on pense à la famille. Donc, aujourd'hui, on vous présente sommairement tout ce qui touche la fiscalité entourant les familles, mais on est d'abord là pour répondre à vos questions. Donc, les questions, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons reçues lors de votre inscription ou dans les jours qui ont suivi. Et donc, on a recensé une série de questions qu'on va répondre après la brève présentation. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Caroline pour nous parler un peu des enjeux entourant la fiscalité et la famille. Bonne présentation. Donc, merci Luc. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée. Donc, sans plus tarder, 4 thèmes seront pas étudiés, mais analysés ce soir. Dans le fond, on va regarder les différences entre le fait d'être en couple ou d'être célibataire. Quels sont les crédits qu'on peut avoir? Comment un peu ça fonctionne? Ensuite, le deuxième thème, c'est avoir un enfant. Qu'est-ce que ça implique? La résidence, pas la résidence fiscale, mais la maison, la résidence principale. Et aussi, on regardera un peu là, les régimes d'épargne, qu'est-ce qui est possible, là, qu'est-ce qui est offert pour la famille. Donc, lorsqu'on est en couple versus être célibataire, c'est certain qu'on n'a pas droit au même crédit d'impôt. On en a des différents, on en a qui sont pareils. Des fois, ils sont pas calculés de la même façon. Plusieurs vont prendre en considération le revenu familial. Donc, si je suis en couple, ben, c'est le revenu des 2 conjoints qu'on va considérer. Donc, le premier qui est touché, c'est le crédit pour conjoint. Donc, naturellement, si je suis en couple et que je subviens aux besoins de mon conjoint, ben, je pourrais demander un crédit d'impôt. Si je suis célibataire, ben, naturellement, je n'y ai pas droit, mais j'ai un autre crédit qui peut être disponible, c'est le crédit pour personnes à charge admissible. Donc, c'est 2 crédits du fédéral qui me permettent d'aller chercher là, un montant d'économie d'impôt lorsque soit le conjoint ou la personne à charge a un revenu inférieur à 15 000 $.
Donc, si mon conjoint a un revenu de 42 000, ben c'est certain que j'aurai rien, là. OK? Ensuite, le crédit pour personnes vivant seules. Donc, ça le dit, vivant seul. Donc, le couple, on ne peut pas l'avoir, mais pour le célibataire, c'est possible. Donc, pour ça, ben, il faut que la personne vive seule durant toute l'année ou si elle vit avec seulement des enfants mineurs ou des enfants majeurs aux études postsecondaires, ben, on sera considéré aussi vivre seul. On en reparlera un peu, là, un peu plus loin là, dans les questions. Tout ce qui touche crédit TPS, solidarité, allocation pour enfants, l'allocation famille, prime au travail, l'allocation pour travailleurs, ben c'est certain que c'est des prestations qui sont basées, le calcul est basé sur le revenu familial. Donc, évidemment, si on est deux, revenu familial, il y a plus de chances d'être élevé que si je suis toute seule. Ensuite, une possibilité qui est offerte, qui est là pour les personnes en couple, c'est le transfert de crédit entre conjoints. Donc, il est possible de transférer les crédits qui sont inutilisés de son conjoint, tels que le crédit de base en raison de l'âge, personne handicapée. Donc, il y a une panoplie de crédits qui est possible de transférer d'un conjoint à l'autre quand un des conjoints a un revenu plus faible. Il ne peut pas utiliser tous ses crédits, donc il peut les transférer à son autre, son conjoint qui pourra en bénéficier. Même chose en ce qui concerne le fractionnement de revenus de pension. Donc, on s'entend que ce n'est pas tous les revenus qui peuvent être fractionnés, mais au niveau du revenu de pension admissible, entre autres, le plus commun, c'est la rente d'un régime de pension agréé ou encore les FER. Donc, c'est possible pour le couple de fractionner. Naturellement, c'est un choix. Donc, il faut que ce soit le désir du couple de fractionner. OK? Parce que on transfère une partie de l'imposition à notre conjoint. Donc, peut-être que mon conjoint, avant le fractionnement, il n'y en avait pas d'impôt à payer. Mais moi, j'en payais peut-être 8 000, mais en fractionnant le revenu, là, mon conjoint aura de l'impôt à payer, peut-être 1 000 mais moi, je vais en payer 3 000 ou 4 000. Donc, l'économie du fractionnement de revenus se situe plus au niveau du couple qu'un des deux individus. Ensuite, naturellement, il y a le crédit pour le maintien à domicile. Donc, si on est en couple, on a le droit de mettre plus de dépenses. Il y a des plafonds qui sont utilisés là, pour les dépenses. Donc, si on est deux, on a le droit d'en déduire plus, sauf que je dois aussi considérer la réduction du crédit en fonction de mon revenu familial. Donc, ça va peut-être aller plus rapidement pour perdre le crédit versus la personne célibataire. Au niveau de la déduction pour frais de garde, qui est au fédéral, c'est une déduction du fédéral. Donc, sauf exception, la déduction pour frais de garde doit être demandée dans la déclaration du conjoint qui a le revenu le plus faible, sans égard à lequel des deux conjoints a payé les frais. Lorsque je suis célibataire, naturellement, il n'y a pas personne d'autre qui va prendre les frais, la déduction, ça va s'appliquer dans ma déclaration à moi. Même principe pour le crédit pour frais de garde du Québec. Donc, lui, on peut le partager entre les conjoints. Donc, si on veut partager vraiment selon ce qu'on a payé chacun des conjoints, il est possible dans les déclarations d'impôt de dire, il y a 50 du crédit qui va à monsieur, 50 du crédit qui va à madame. Le crédit, dans les deux cas, qu'on soit célibataire ou en couple, il est possible de faire là, la demande par anticipation dans les deux cas. Ensuite, au niveau du crédit pour frais médicaux, donc le crédit est offert dans les deux paliers d'imposition. Si je suis en couple, c'est possible de cumuler tout ensemble les frais médicaux qui sont payés soit par moi, mon conjoint,
pour moi-même, mon conjoint, les enfants mineurs à charge. On peut aussi avoir d'autres frais là, pour les personnes majeures à charge, mais je me suis limitée là, dans la famille type de peut-être 2 adultes, 2 enfants. Donc, on peut cumuler tout ça ensemble, qui fait que notre pot de frais médicaux est plus élevé que si on est seul. Donc, les frais médicaux au fédéral sera le premier 3 du revenu de celui qui demande le crédit n'est pas admissible au crédit, tandis qu'au Québec, on va considérer 3 du revenu familial. Donc, c'est certain que si j'ai monsieur, madame qui gagnent chacun 50 000, bien, au Québec, le premier 3 ça sera le premier 3 de 100 000. Donc, le premier 3 000 ne sera pas admissible au crédit. Tandis que si je suis seul, ben, si j'ai 50 000, c'est 3 de 50 000 dans les deux cas, autant au fédéral qu'au Québec. Crédit pour les activités des enfants. Donc, demande un petit peu. Si c'est en couple, ça, c'est un crédit du Québec. On peut le demander soit par un ou par l'autre des conjoints. On peut le partager aussi. Donc, il n'y a pas de problème. La cotisation pour la RAMQ, le régime d'assurance médicaments, ben, c'est basé sur le revenu. Donc, si on a le revenu familial en considération, on est un couple, on a le revenu familial, donc la cotisation à la RAMQ pourrait être plus élevée. C'est pas selon la cotisation n'est pas calculée selon le revenu de chaque individu, mais dans une situation où j'ai une disproportion au niveau des revenus. Par exemple, un conjoint gagne 50 000, l'autre gagne 10 000, bien, la cotisation à la RAMQ est la même pour les deux conjoints. OK? Parce qu'on prend le revenu familial pour établir la cotisation de chacun. Donc, à quoi il faut penser lorsqu'il survient une nouvelle union ou une séparation? Hein, c'est bien beau, on a vu plusieurs crédits qu'il est possible d'aller chercher, mais c'est certain que si j'ai un changement de situation, je débute une nouvelle relation ou encore je me sépare, ben il y aura des différences. Donc, je vais perdre certains crédits, déductions, prestations, mais je vais d'un autre côté en gagner aussi des nouveaux, des choses que je n'avais pas si j'étais en couple. Peut-être que j'avais pas le droit à, je sais pas moi, j'avais pas le droit au crédit pour la TPS ou le crédit pour solidarité. Ben, le fait de me séparer, d'être célibataire, peut-être que j'y aurais droit à ce moment-là parce que c'est des crédits qui sont calculés en fonction du revenu familial. Donc, c'est certain que si on est deux avec des revenus substantiels, ben, je pourrais pas y avoir droit, mais si je suis toute seule, j'y aurais peut-être droit. Autre chose très, très importante à penser quand il y a soit une nouvelle union, une séparation, ben, il faut aviser les autorités fiscales. Dès qu'on change d'état civil, il faut les aviser parce que en ce qui concerne les crédits pour la TPS et les allocations pour enfants, autant la fédérale que celle du Québec, il y aura un recalcul qui va se faire. Donc, le recalcul peut être à la hausse comme il peut être à la baisse. Donc, c'est important de ne pas attendre la déclaration, de produire la déclaration d'impôt parce que le nouveau calcul se fait au moment où je change mon état civil a changé. Donc, si, par exemple, en 2023, je suis devenu conjoint de fait, je ne sais pas moi, le 1er avril 2023, et que je n'ai pas avisé les autorités fiscales de ce changement-là, bien, quand je vais produire ma déclaration d'impôt, là, je vais indiquer dans ma déclaration d'impôt mon nouveau statut, mon nouvel état civil, conjoint de fait, que ça a commencé le 1er avril 2023. Bien là, je risque d'avoir des surprises parce qu'on va recalculer les prestations auxquelles j'avais droit et on va me demander de rembourser. Donc, c'est bien important là, d'aviser là, quand il y a une nouvelle union, mais quand il y a aussi une séparation, parce que s'il y a une séparation, si à la nouvelle union, je pourrais payer plus, bien, lors d'une séparation, je pourrais avoir droit à plus d'argent. Donc, toujours garder en tête que c'est basé sur le revenu familial. Donc,
séparation fait en sorte que le revenu familial diminue. Donc, je pourrais avoir plus en ce qui concerne là, l'allocation famille et l'allocation canadienne pour enfants. Autre question aussi à se poser dans le cas d'une séparation, est-ce qu'il y aura un conjoint qui paiera une pension alimentaire à l'autre conjoint? Est-ce que ça sera au bénéfice de l'ex-conjoint si on était marié ou au bénéfice exclusif des enfants? Donc, ça peut amener une imposition de la pension alimentaire que je vais recevoir si c'est au bénéfice exclusif de l'ex-conjoint. Donc, je pourrais devoir m'imposer sur la somme que j'ai reçue. Mais si la pension alimentaire est reçue au bénéfice des enfants ou de l'ex-conjoint des enfants, là, à ce moment-là, il n'y a pas d'imposition et il n'y a pas de déduction possible non plus pour celui qui la paye. Ça pourra aussi me restreindre dans la demande de certains crédits d'impôt. Okay? Le fait d'avoir une pension alimentaire, de devoir payer une pension alimentaire, il y a des crédits d'impôt qui m'empêchent de prendre, j'ai l'incapacité de prendre certains crédits d'impôt lorsque je paie une pension alimentaire. Je vais devoir me demander aussi, est-ce que les enfants sont en garde partagée? OK. Autant pour le calcul des allocations pour enfants, bon, le crédit personne à charge admissible, qui paye les frais médicaux, qui paye les frais de garde. Donc, dans cette situation-là, quand il y a des enfants en garde partagée, puis que, je ne sais pas, moi, il y a un des parents qui assume tous les frais de garde, mais il faut faire attention parce que la déduction pour frais de garde demande à ce que les frais soient payés pour les enfants par la personne, par le parent, durant que les enfants sont avec lui. Donc, c'est des choses à faire attention. Comme Luc le mentionnait tout à l'heure, donc, vous avez là sur le site de la chaire les transitions de vie. Il y a effectivement là deux transitions de vie. Là, une, c'est devenir avoir un nouveau conjoint, là, je me souviens des noms exactement, mais la séparation et avoir un nouveau conjoint. Donc, c'est possible d'aller voir. Là, on a fait quelques mises en situation pour voir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, c'est quoi les impacts fiscaux là, de un ou l'autre. Caroline, je sais que c'est expliqué justement dans ces transitions de vie-là, mais en cas de rupture, là, oui. C'est quoi les grands paramètres pour réclamer le crédit pour personne admissible? Tu y as fait allusion, là, mais. Oui. Dans le fond, je ne sais pas si tu l'as dit plus loin. Là, mais... Cette question-là est abordée plus loin dans la présentation. Luc. Ah, parfait, c'est bon. Est abordée plus loin. C'est-tu dans les questions, Chantal? Oui, dans les questions, qu'est-ce qui se passe quand il y a une séparation? OK. Donc, je te le rappellerai s'il y a de quoi quand on fera la question. C'est bon? OK, ça marche. Donc, deuxième thème, les enfants. Donc, l'impact au niveau d'avoir un enfant, qu'est-ce que ça implique? Bon, ben c'est certain qu'il y aura la demande de prestations d'assurance du régime d'assurance parentale, donc du RQAP. Donc, il faut faire la demande et respecter les conditions d'admissibilité. Donc, tout ça est disponible sur le site là, du RQAP. Il va falloir faire un choix au niveau des prestations, de types de prestations. Il y a différents types de prestations, c'est-à-dire maternité, paternité et parentale. Et j'ai aussi un choix au niveau du régime que je dois faire. Est-ce que je veux plus d'argent, moins longtemps, ou moins d'argent, plus longtemps? Donc, c'est un peu ça que ça dit. C'est un peu ça que ça dit, là, les deux régimes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui me permet d'avoir, je pense, c'est 51 ou 52 semaines, mais j'ai 55 de mon revenu, tandis que l'autre, j'ai moins de semaines, mais je peux aller chercher 75 Donc, c'est des choses à penser et à vérifier, à valider qu'est-ce qu'on veut exactement. Il existe autant au fédéral qu'au Québec un crédit pour frais d'adoption. Donc, si malheureusement, je ne peux pas avoir d'enfant de façon naturelle, que je décide d'adopter, donc ça existe au fédéral, au Québec. Au fédéral, le crédit est non remboursable. Au Québec, il est remboursable. Donc, on peut aller au fédéral chercher là, 15 des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 18 210, tandis qu'au Québec, c'est 50 des frais admissibles avec un plafond à 20 000. Donc, grosso modo, là, au maximum là, au Québec, c'est 10 000 $.
Pour ce qui est des frais admissibles, c'est similaire autant au Québec qu'au fédéral. Donc, c'est tous les frais entourant l'adoption. Si j'adopte à l'international, bon, ben, c'est les frais de déplacement, les frais juridiques, légaux pour officialiser l'adoption. Il existe aussi du côté du Québec un crédit d'impôt pour le traitement de l'infertilité. Donc, c'est possible d'aller récupérer entre 20 et 80 des frais payés jusqu'à un maximum de 20 000. Donc, présentement, la RAMQ couvre le premier traitement d'infertilité, mais par la suite, si j'ai des frais à payer, je pourrais, selon l'ampleur du revenu familial, je pourrais récupérer entre 20 et 80 Il est possible de recevoir ce crédit-là par anticipation, comme celui pour frais de garde. Du côté fédéral, il n'y a pas de crédit particulier par rapport au traitement de l'infertilité. Par contre, les frais que j'engage sont admissibles dans les frais médicaux. Donc, je pourrais récupérer 15 je pourrais récupérer 15 des frais engagés. Attends, je vais le laisser passer là, parce que c'est ça. Tasse-toi. Sinon, elle va m'agacer tout le long. Donc, ensuite de ça, pour les enfants, ben, c'est certain que lorsqu'on a des enfants, ben, on a le droit aux allocations pour enfants, autant le fédéral que le Québec. Donc, on va préciser un peu plus loin dans les questions, bon, les montants, tout ça. Moi, ce que j'ai inscrit ici, c'est plus qu'est-ce qu'on fait, comment on peut les recevoir, ces allocations-là. Dans le fond, au fédéral, il faut faire une demande. Donc, habituellement, la demande se fait lors de l'enregistrement de la naissance. Ça se fait à l'hôpital. Le délai de traitement, c'est environ 8 semaines. Si je n'ai pas fait l'enregistrement de naissance à l'hôpital, bien là, à ce moment-là, je peux le faire soit en ligne, directement dans mon dossier. Le délai de traitement est le même, donc 8 semaines. Je pourrais très bien aussi le faire à l'hôpital par mon dossier. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pourrais aussi le faire finalement par la poste. Donc, en remplissant un formulaire, le RC66. Donc là, le traitement est un petit peu plus long. On évalue à environ 11 semaines. Du côté du Québec, ben, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune demande à faire. L'inscription, elle se fait de façon automatique à l'allocation famille. Lorsque j'inscris lorsque je fais la déclaration de naissance au directeur de l'État civil. Donc, je n'ai pas de démarche supplémentaire à faire et le délai pour recevoir est un petit peu plus court. Donc, premier versement, d'habitude, est effectué là, au maximum 45 jours après que le directeur de l'État civil là, aura pris connaissance de la naissance de l'enfant. Autre chose à penser, bon, pour les enfants, naturellement, les frais de garde. Donc, je n'ai parlé tout à l'heure. C'est une déduction au fédéral. Il y a des plafonds applicables selon l'âge de l'enfant. Il faut que les frais de garde soient engagés pendant que je vais travailler, j'exploite une entreprise, je suis une formation professionnelle, j'étudie ou je fais des travaux de recherche. Donc, je ne pourrais pas avoir des frais de garde admissibles lorsque je décide d'aller prendre un souper au restaurant avec des amis ou de la famille, faire garder les enfants, ça ne fonctionne pas. Du côté du Québec, c'est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt varie entre 78 et 67 des frais payés. Donc, dépendamment de mon revenu. Vous vous attendez bien que plus mon revenu est bas, plus le pourcentage est élevé. Il y a aussi des plafonds applicables. Ils ne sont pas tout à fait pareils comme ceux du fédéral, mais ça se rejoint là, quand même, sont quand même assez similaires. Et c'est comme le fédéral, donc il faut que ça me permette, les frais doivent être engagés pour permettre là, aux contribuables de gagner un revenu d'emploi, d'entreprise, etc. Il est possible de demander par anticipation. Donc, crédit pour TPS Solidarité. Donc, il y aura ajout d'un montant supplémentaire lorsque, avec la venue d'un enfant.
Donc, chacun des deux crédits offre un montant supplémentaire lorsque j'ai des enfants mineurs à charge. Ensuite, bon, le crédit pour les activités des enfants, il n'y en a pas au fédéral. Du côté du Québec, donc c'est 20 des frais admissibles pour un maximum de 500 $ et de 1 000 ou de 1 000 $ si l'enfant est handicapé. Ce crédit-là ne vise pas tous les enfants, donc l'enfant doit être au moins âgé là, de 5 ans, donc c'est pour les enfants de 5 à 16 ans. Donc, les activités pour les jeunes enfants, là, 2-3 ans, ce n'est pas admissible au crédit d'impôt. Le crédit est aussi plafonné par le revenu familial. Donc, lorsque le revenu familial dépasse un seuil qui est 155 880 en 2023, le crédit n'est plus accordé. L'enfant grandira et un jour ira aux études. Donc, j'aurai peut-être des frais de scolarité à payer. Donc, pour les études postsecondaires, dans les deux cas. Et pour le côté du fédéral, le crédit est de 15 %. C'est tous les deux des crédits non remboursables. À 15 % au fédéral, 8 % au Québec. Le crédit est soit utilisable dans l'année ou si on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas suffisamment d'impôts à payer, bien, on pourra soit le transférer à une personne admissible ou le reporter pour une année future. Donc, il n'y a pas de perte, là. Je peux le reporter indéfiniment dans le temps jusqu'à ce que j'aie suffisamment d'impôts à payer pour les utiliser. Troisième sujet vise la résidence. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'achat, au changement d'usage ou à la vente d'une résidence? Lorsque j'achète, bien, c'est sûr qu'on a deux beaux programmes en place pour l'achat d'une première habitation, le CELIAP et le régime d'accession à la propriété. Donc, loin de moi le désir de vouloir faire le tour des règles, mais c'est deux régimes qui peuvent m'aider à donner là, ma mise de fonds. Il y aura aussi le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. Donc, autant au fédéral qu'au Québec, il est possible d'aller chercher une économie d'impôt. Le crédit est de 10 000 $ de chaque côté, là, fois 15 % fois 14 %. Donc, c'est possible d'avoir là, une belle économie d'impôt lorsque j'achète ma première maison. Lorsqu'il y a changement d'usage, donc c'est-à-dire j'ai une résidence que j'occupais que j'utilisais de façon personnelle, je décide de la louer ou à l'inverse, j'avais une résidence que je louais et je décide de l'utiliser à des fins personnelles. Donc, les règles fiscales viennent nous dire qu'il y a une disposition présumée, réputée de la résidence au moment où on change l'usage. Donc, ça se peut qu'il y ait la possibilité d'avoir un gain, de devoir considérer un gain en capital. J'ai aussi des choix que je peux faire pour reporter l'imposition du gain en capital, mais au moment où on change l'usage d'un bien, il y a un impact fiscal. Donc, ça déclenche une disposition que je devrais considérer dans ma déclaration d'impôt ou pour laquelle je dois faire un choix pour reporter l'imposition au moment où il y aura une vente réelle. Donc, à la vente de la résidence, il y aura l'exemption résidence principale. Si ma maison, elle a toujours servi à des fins personnelles à titre de résidence principale, je pourrais assurément, si c'était ma seule résidence, je pourrais possiblement et assurément ne pas avoir d'imposition. Donc, l'exemption pour résidence principale fera en sorte que j'exenterai tout le gain. Mais si j'ai deux maisons qui pourraient se qualifier de résidence principale, comme une maison et un chalet, bien là, je vais devoir faire un choix parce que l'exemption peut être utilisée à l'égard d'une seule résidence par année. Donc, j'aurai un gain possible qui pourrait être considéré. Donc, c'est pas vrai, c'est pas automatiquement exempté le gain sur une résidence principale. Il faut aussi regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre autour. Si c'est ma seule, OK, c'est correct.
Mais si j'ai d'autres résidences ou si elle a déjà été utilisée pour gagner du revenu de location, bien, ça pourrait là, déclencher un gain en capital. En ce qui concerne les régimes d'épargne, il y a différents régimes qui sont offerts, entre autres au niveau de la famille, le régime d'épargne études, dont on vous parlera tout à l'heure un petit peu plus dans les questions. Le régime d'épargne retraite, y compris le REER au profit du conjoint. Donc, quand je suis en couple, j'ai la possibilité de faire un peu de planification. Donc, je pourrais dire, OK, comment je veux que ça soit rendu à la retraite? Est-ce qu'on veut qu'un seul des conjoints ait le revenu ou on veut essayer d'équilibrer ça pour que les deux aient sensiblement le même revenu? C'est sûr que l'imposition sur 80 000 pour une personne versus 40 000 sur deux personnes, c'est pas la même chose. Donc, il y a la possibilité de faire un peu de planification avec les REER en contribuant là, au REER du conjoint lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau des revenus. Il y a le régime enregistré d'épargne invalidité pour les personnes handicapées qui offre de très belles subventions. Ensuite, le crédit relatif aux fonds de travailleurs, le CELI, le CELIAP. Donc, c'est toutes des mesures qui ont chacun le particularité et dont on peut se servir, là, autant si on est en couple ou si on est célibataire. Donc, la théorie est terminée. Passons maintenant aux choses sérieuses. On va passer maintenant à la période de questions. Donc, je vais prendre le contrôle de ce petit bout de présentation pour arriver à la première question que nous avons reçue, en tout cas que nous avons ressentie comme ça. Quels sont les montants maximum qu'une mère monoparentale peut recevoir à titre d'allocation canadienne pour enfants ou de l'allocation de famille? Y a-t-il un tableau pour connaître les seuils de revenus pour calculer les deux prestations? C'est à moi de répondre à ça. Donc, oui, pour le tableau qui pourrait vous aider à calculer les montants d'allocation canadienne pour enfants et l'allocation famille, on vous a donné le lien à même la question. Ça vous mène vers le guide des mesures fiscales qu'on prépare à chaque année. Et sincèrement, je crois que les tableaux sont très bien faits. Vous avez les informations pour 2023, pour 2024, quels sont les seuils de revenus et les calculs. Vous avez même un graphique qui vous montre si vous avez un enfant, deux enfants. Donc, je vous y réfère, mais quand même, je prends 2-3 petites minutes pour Chantal, vous donner. Oui? excuse-moi, Chantal, juste peut-être dire que le PowerPoint que vous voyez là, il va être mis en ligne après la conférence. Parfait. Et si vous allez chercher le PowerPoint, vous allez pouvoir juste cliquer. Là, ça va pas besoin de tout noter la longue adresse. Là. Vous allez pouvoir cliquer, puis ça va vous amener directement sur la page. Excuse-moi. OK, c'est parfait. Donc, si on y va avec le fédéral, avec l'allocation canadienne pour enfants, le montant le maximum qu'on pourrait avoir, là, je suppose qu'on est une mère monoparentale qui a la garde complète. Donc, le montant maximum qu'on pourrait avoir, c'est 7 787 par enfant de moins de 6 ans et 6 570 pour les enfants entre 6 et 17 ans. OK? Par contre, pour avoir ce plein montant-là, ben, il faut que notre revenu familial, notre revenu soit inférieur à 36 502. Si notre revenu excède ce montant-là, il y a des seuils de réduction. Okay? Il y a un premier seuil de réduction, là, sans vouloir rentrer dans les chiffres, entre 36 702 et 79 000 à peu près. Puis un deuxième seuil de réduction lorsque notre revenu excède 79 087. Fait que ça, si je suppose qu'on a un enfant à charge de moins de 6 ans, on aurait le droit à 7 787 si notre revenu est en bas de 36 502. L'allocation, toujours avec un enfant seulement, deviendrait nulle à un revenu parce que ça baisse graduellement là, lorsque votre revenu est autour de 229 000 $ dans l'année. Ça, c'est pour le fédéral. Et là, bien évidemment, je vous l'ai fait pour un enfant. On a un deuxième, comme je disais tantôt, pour le deuxième enfant. Si, par exemple, il est entre 6 et 17 ans. Si on va au Québec, au niveau du Québec,
On va parler de 3 949 $ possibles pour une famille monoparentale qui a un enfant si le revenu familial ne dépasse pas 42 136. Puis, on a une réduction progressive qui pourrait nous amener, parce qu'il y a au Québec, on ne peut pas perdre la totalité de l'allocation famille. Elle peut être réduite, okay? Mais il y a un seuil minimal. Dans le cas de mon enfant d'une famille monoparentale en bas de 6 ans, on va parler je l'ai pris en note, 1 572 $. Okay? Donc, à vous d'aller voir les différents calculs. Vous pourrez facilement voir le tout, là, mais je pense que vous vouliez vous guider, avoir une idée de combien vous pourriez avoir. Et là, tout dépend de j'ai combien d'enfants. Ça va? Merci, Chantal. Oui. Donc, deuxième question. Mon état civil sur mes déclarations de revenus 2022 était séparé. En 2023, j'ai commencé à habiter avec un nouveau partenaire. Nous nous sommes unis civilement le 10 septembre 2023. Quel est mon état civil pour l'année 2023? Bon, c'est mon tour. Alors, bonne question. D'abord, expliquer quand est-ce qu'on est considéré conjoint au sens fiscal, tant au fédéral qu'au provincial. Alors, le premier élément très facile, dès qu'on est marié, dès qu'on se marie, on est considéré des conjoints au sens fiscal. La deuxième définition, c'est conjoint de fait. Et là, ça va exiger 12 mois de vie commune au 31 décembre ou encore moins d'1 an si on a un enfant en commun, on va être considéré conjoint immédiatement. Ça, c'est tant pour le fédéral que pour le provincial. Ici, la question qu'on nous pose, c'est on s'est unis civilement. Alors, l'union civile, ce n'est pas un mariage, ça n'existe qu'au Québec. Et juste pour faire une petite histoire assez courte quand même, là, à la fin des années 90, début des années 2000, les conjoints de même sexe voulaient avoir le droit de se marier. Et c'était impossible de se marier parce que la loi sur le mariage, qui est de juridiction fédérale, ne permettait pas cette union-là. Alors, le législateur québécois a décidé de changer le Code civil et d'inventer un nouveau régime. Il ne pouvait pas dire que les gens pouvaient se marier, mais il pouvait inventer un nouveau régime qui s'est appelé l'union civile. Alors, vous comprenez que l'union civile n'existe qu'au Québec. Ailleurs dans le reste du Canada ou ailleurs dans le monde, ça n'est pas connu. Alors, pour le Québec, pas de problème. Dès qu'on est unis civilement, si vous regardez les déclarations de revenus, la question qu'on vous pose au Québec, c'est est-ce que vous êtes avec ou sans conjoint? Donc, au Québec, si je suis mariée, si je suis conjoint de fait depuis au moins 12 mois, et ou si je suis unie civilement, je suis conjoint au sens fiscal. Au niveau fédéral, puisqu'ils ne reconnaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi l'union civile, et ce n'est pas un mariage, bien là, il faut appliquer les règles de conjoint de fait. Dans la très, très grande majorité des cas, les gens qui vont s'unir civilement vont déjà avoir vécu 12 mois ensemble, donc il n'y aura pas de problématique, ils vont être considérés comme des conjoints au sens fiscal. Dans le cas qu'on nous dit ici, c'est que la personne, ils se sont unis le 10 septembre, donc ils n'ont pas l'année, probablement pas 12 mois de vie commune ou un enfant en commun. Alors à ce moment-là, théoriquement, au niveau fiscal fédéral, il ne serait pas conjoint de fait. À titre d'information, au niveau des statistiques, au Québec, bon an, mal an, depuis les 10 dernières années, il y a à peu près 22 000 mariages par année, alors qu'il y a moins de 200 unions de fait. Alors, vous voyez que c'est minime, mais ça va être appelé à disparaître aussi avec le temps. Voilà. Ouvre ton micro, Luc. Alors, merci beaucoup, Luce. Question suivante. Oh, là, c'est petit. Il y a une mise en situation. Il y a une mère, je ne sais pas si je vais lire tout ça, mais oui, je crois. Il y a une mère monoparentale qui a à sa charge un enfant mineur. Elle a occupé et tenu une habitation dont elle a hérité, dans laquelle elle a vécu seule jusqu'au 15 décembre 2023. Depuis le 15 décembre 2023, elle a commencé à partager son habitation avec un nouvel amoureux. Alors, il y a deux questions. La première, peut-elle profiter du montant pour personnes seules au Québec pour 2023? Je réfère à l'interprétation qu'on doit donner au terme pendant toute l'année 2023 ou à aucun moment en 2023. Peut-être répondre à cette question-là, puis on soulignera la deuxième par la suite. Parfait. Donc, effectivement, le crédit pour personnes vivant seules du Québec exige que l'on vive seul durant toute l'année
2023, c'est-à-dire qu'à aucun moment durant l'année 2023, je n'ai eu de conjoint, de colocataire. J'ai vécu avec mon père, ma mère. Les seules personnes avec qui je peux vivre et être quand même considérée comme vivant seul, c'est les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge là, qui sont aux études postsecondaires. Donc, dans la situation présentée, madame, malheureusement, pour 15 jours où on a habité avec le nouvel amoureux, on ne pourrait pas avoir droit au crédit pour personnes vivant seules. Parfait. J'aimerais avoir aussi votre interprétation sur les mots pendant toute l'année 2023, lorsque, dans un contexte du crédit de solidarité, le nouvel amoureux n'est pas encore son conjoint de fait tel que défini par les lois fiscales. Il n'est pas le père de l'enfant ni ne l'a adopté. Donc, pour le crédit solidarité, donc, il est possible d'aller chercher dans la composante relative à la TVQ, il est possible d'aller chercher un montant supplémentaire lorsqu'on vit seul. Donc, malheureusement, dans le cas du crédit solidarité, l'interprétation qu'on donne pendant toute l'année, vivre seul durant toute l'année, c'est le même principe que pour le crédit personne vivant seul. Donc, vu que je n'aurais pas vécu seul durant toute l'année, je n'aurais pas le droit au supplément de la composante TVQ pour personnes vivant seules. Et comme on n'est pas encore conjoint de fait, ben c'est ça, ça va. Je ne pourrais pas non plus avoir le montant supplémentaire pour le conjoint. Donc, ça vient me restreindre. Mais les deux, c'est la même interprétation. Donc, il faut avoir vécu seul durant toute l'année ou sinon avec seulement des enfants mineurs ou majeurs aux études postsecondaires. Merci, Caroline. Plaisir. Question 4. Que signifie et où utilise-t-on un montant de frais de scolarité, par exemple 3 000 établi par Revenu Québec, qui donnerait droit au crédit d'impôt non remboursable au taux de 8 et qui peut être reporté à d'autres années? Avant de répondre directement à la question, peut-être faire juste un petit rappel sur les frais de scolarité, le traitement des frais de scolarité qui nous donne droit à un crédit d'impôt. C'est tant au fédéral qu'au Québec. On dit si j'ai payé des frais de scolarité à un établissement d'enseignement postsecondaire, donc un cégep, une université, je pourrais avoir droit à un crédit à l'égard des frais de scolarité payés. Comme je vous disais, le crédit existe au fédéral au Québec. C'est un crédit non remboursable. Le crédit, donc, il contribue à réduire mes impôts à zéro, mais il ne me donne pas de remboursement. Le taux du crédit est de 8 comme le dit la question depuis 2013 au Québec. Au fédéral, le taux du crédit est de 15 Qui réclame le crédit pour frais de scolarité? C'est d'abord l'étudiant. Peu importe qui va avoir payé les frais de scolarité, c'est l'étudiant qui a le droit de réclamer ce crédit-là. Si l'étudiant n'en a pas besoin pour ramener ses impôts à zéro, il peut choisir d'en transférer une partie à ses parents, partie ou totalité, il y a des calculs à faire, ou il peut aussi choisir de le garder pour une autre année. Et là, vous allez voir sur les avis de cotisation qu'on reçoit du gouvernement après avoir produit notre déclaration de revenus quand le ministère nous retourne l'avis de cotisation. Il nous dit, ben, toi, Chantal, tu avais le droit de réclamer tes frais de scolarité de 3 000 tu n'en as pas réclamé parce que tu n'avais pas d'impôt à payer, peu importe. Tu pourras les reporter dans une autre année. Donc, sur l'avis de cotisation, je vais voir l'information. Et là, si je me ramène à la question qu'on vient d'avoir, ce qu'on en a compris de cette question-là, c'est qu'on est dans une situation où Revenu Québec a informé quelqu'un, puis il lui a dit, tu as un 3 000 qui est reporté à d'autres années. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, bien, si ça vient, par exemple, de l'année 2022, à ce moment-là, on va pouvoir, dans la déclaration d'impôt du Québec, je suis allée chercher mon annexe, c'était à l'annexe T comme Thérèse de la déclaration de revenus du Québec, à la ligne 44, qu'on va venir mettre notre solde de 3 000 qui est à reporter et ça nous donnera droit à un crédit de 8 du 3 000 donc une économie d'impôt de 240 $ au Québec. Puis si c'était au fédéral, parce que ça se peut que le fédéral ait aussi on ait des frais de scolarité à reporter au provincial, au fédéral, c'est-à-dire c'est à l'annexe 11 de la déclaration de revenus fédérale que l'information va être inscrite.
Merci, Chantal. Question 5. Dans un couple, est-ce obligatoire de demander la déduction pour frais de garde dans la déclaration du revenu de celui qui a son nom sur le reçu? Absolument pas. Dans un couple, absolument pas. Dans un couple, Caroline l'a mentionné tantôt, on va le répéter, la personne qui doit réclamer les frais de garde, c'est la personne dont le revenu est le plus bas. Okay? Sauf exception. La principale exception, c'est, par exemple, si mon conjoint est aux études. Celui qui a le revenu le plus bas, il est aux études, bien là, à ce moment-là, ça permettra à la personne qui a le revenu le plus élevé de réclamer les frais de garde. Mais ça n'a pas rapport avec c'est qui a son nom sur le reçu. OK, j'ai peut-être... Oui, vas-y. Eh bien, juste peut-être dire, parce que les gens confondent des fois déduction et crédit, lorsqu'on parle de cette déduction-là, c'est donc la déclaration fédérale. Très bonne observation. Donc, la déduction pour frais de garde au fédéral, ça va dans celui qui a le revenu le plus bas. Si on fait le parallèle avec le Québec, au Québec, quand on paie des frais de garde, on a aussi le droit de réclamer un crédit d'impôt pour frais de garde. Et là, peu importe qui a son nom sur le reçu, ça peut être un ou l'autre des parents qui le réclament, ça peut se fractionner, comme Caroline disait tantôt aussi. Ça dépend le taux du crédit va être accordé aussi basé sur le revenu familial. Fait qu'au Québec, il peut être partagé entre les conjoints. Puis le taux du crédit varie selon le revenu familial. Tantôt, j'ai noté aussi la plupart des frais de garde admissibles sont pas mal les mêmes au fédéral au Québec. La nuance importante, c'est si mon enfant va dans une garderie ou qui a des places à contribution réduite, bien, le montant que je paye ne sera pas un frais de garde dans la déclaration d'impôt du Québec. Par contre, ça en sera dans ma déclaration d'impôt fédéral. J'ai vu dans le chat tantôt quelqu'un qui posait aussi cette question-là où on disait mon enfant va dans un milieu familial subventionné. Comment ça fonctionne? Ben, c'est le même principe que ma garderie subventionnée. Si on a des places à contribution réduite, je n'aurai pas le droit de réclamer le crédit pour frais de garde à l'égard de ces frais-là au Québec, mais je pourrais réclamer la déduction à l'égard du fédéral. Parfait. Puis peut-être dire la logique aussi, pourquoi? Bien, Québec, comme c'est eux qui donnent la subvention pour que la garderie soit à contribution très faible, bien, il ne permet pas en plus d'utiliser le crédit d'impôt. Donc, le crédit d'impôt est réservé à ceux qui n'ont pas accès aux garderies à contribution réduite. Du côté d'Ottawa, tous les frais de garde, peu importe que ce soit à contribution réduite ou non, vont rentrer dans le crédit, la déduction fédérale pour frais de garde. Parfait. Peut-être juste vous mentionner, juste une minute, là. Oui. Peut-être juste vous mentionner de ne pas oublier de conserver les reçus, n'est-ce pas? Là, maintenant, les garderies, normalement, vont vous émettre des relevés 24 parce qu'ils ont l'obligation d'émettre des relevés 24. Mais, tu sais, juste de dire, ben, j'ai demandé à quelqu'un de venir garder mon enfant pendant que je travaillais. Ben, il faut avoir des pièces justificatives. Puis, si à la limite, vous n'avez pas de relevé 24, inscrivez, demandez le numéro d'assurance sociale de la personne qui a gardé les enfants. Et ce qu'on me demande toujours, oui, mais celle qui a gardé les enfants, est-ce qu'elle doit s'imposer sur ça? Ben oui. La personne qui a reçu l'argent va s'imposer sur le montant et nous, on a une preuve avec son numéro d'assurance sociale. Je me tais. Parfait. Merci beaucoup de cette précision. Alors, question 5. Non, on vient de la poser, celle-là. Donc, question 6, pardon. Mon fils a 16 ans et il a commencé à travailler en 2023. Doit-il faire une déclaration de revenus ou dois-je mettre ses revenus avec les miens? Bon, on va préciser tout de suite qu'on ne doit pas mettre ses revenus avec les nôtres. C'est ses revenus à lui. Et techniquement ou théoriquement, s'il n'a pas d'impôt à payer, il n'y aurait pas de déclaration à faire. Mais ce qu'on suggère toujours en pratique, c'est de faire une déclaration parce que ça se peut, par exemple, qu'il y ait eu des retenues à la source qui a été faite et qu'il y ait droit à des remboursements d'impôts. Ou encore, on va commencer à comptabiliser tout de suite ses contributions REER auxquelles il aura droit à compter de l'année où il a commencé à travailler. Alors, ça va être très important de le faire et il va avoir droit au crédit aussi plus rapidement s'il a produit sa déclaration de revenus. Faudrait juste mentionner par contre que pour le parent,
monoparental, par exemple, si mon enfant commence à travailler, ben, je peux perdre mon crédit pour mon temps pour personne à charge admissible, en tout ou en partie, dépendamment du revenu de mon enfant à ce moment-là. Voilà. Parfait, merci Luce. Question 7. Je me suis séparé de mon conjoint en 2023. Qu'est-ce que cela peut changer dans mes impôts? Donc, qu'est-ce que ça peut changer? Bien, je répondrai à cette question-là par une autre question. Première des choses, est-ce que ça fait au moins 90 jours qu'on est séparés? OK? Parce que dans le fond, il faut attendre 90 jours pour considérer qu'on est vraiment séparés. Parce que s'il y a réconciliation à l'intérieur des 90 jours, c'est comme si on ne s'était jamais séparés. Donc, il y aura continuité de l'union quand même. Donc, ensuite de ça, Caroline, oui, 90 jours, si je me sépare le 15 décembre, mais que je fais ma déclaration le 28 avril, oui, ben, je suis correct, ça fait je le sais. 90 jours. Donc, c'est pas 90 jours dans l'année civile de la déclaration, là. C'est Non, non, 90 non. jours au C'est ça, total. Parfait. au total, exact, Mm. exact. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a fait perdre mon fil. Ben oui, désolé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Aussi, ben, il faut s'assurer d'avoir avisé, comme je le mentionnais un peu plus tôt, d'aviser les autorités fiscales au moment où il y a eu la séparation. C'est important, surtout si il y a des enfants à charge. Donc, on va produire, si je me suis séparée en 2023, le 90 jours est respecté. Qu'est-ce que ça change? Bien, c'est que je vais prendre ma situation au 31 décembre. Mais là, au 31 décembre, j'étais séparée, je n'étais plus en couple, donc je vais faire ma déclaration d'impôt comme étant célibataire ou séparée, divorcée. Là. Je vais sûrement avoir la possibilité là, d'avoir droit à de nouveaux calculs. Si j'ai des enfants mineurs à charge, bien, possiblement que je vais pouvoir demander le crédit pour personnes à charge admissible. Donc, ce crédit-là, ben, si mon enfant a 8 ans et qu'il n'a pas gagné aucun revenu, ben, je désigne cet enfant-là comme l'équivalent de conjoint, comme si c'était mon conjoint. C'est ça un peu ce que ça veut dire, là, la personne à charge admissible. Et vu qu'il n'y a pas de revenu, ben, je pourrais réclamer là, un crédit d'impôt de 15 000 fois 15 qui me donnera là, quand même une économie d'impôt intéressante. C'est sûr que si mon enfant a gagné du revenu, comme tout à l'heure, on avait l'enfant de 16 ans, je pourrais toujours le désigner comme personne à charge admissible. Là. Dans le fond, je peux désigner tout enfant mineur, mais si l'enfant a gagné du revenu, bien, ça réduira le crédit que je pourrais avoir droit. Donc, 1 $ de revenu gagné donne 1 $ de réduction. Oui, vas-y. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui. Parce que pendant que tu parlais tantôt, il y a eu des questions dans le chat. OK? Oui. À l'égard du montant pour personne à charge admissible. Oui. As-tu envie de traiter? Je vais te poser peut-être 2 petites questions. Oui. Je sais que tu sais les réponses, là. Si j'ai pression! Non, il y a vraiment. Si je me sépare et qu'on a uniquement un enfant en garde partagée. Oui. Est-ce que le crédit. En fait, la question revient à ça. Qui va pouvoir réclamer le crédit pour personne à charge admissible si on a juste un enfant et qu'on est en garde partagée? Là? C'est ça, exactement. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas, ce crédit-là, il n'est pas partageable. Donc, je ne pourrais pas dire, ben, on prend chacun la moitié du crédit puis on se le partage. S'il y a seulement qu'un enfant, ben, il peut y avoir une entente entre les deux conjoints pour dire, ben, une année, c'est un, l'autre année, c'est l'autre. Et naturellement, il faut que les deux conjoints restent séparés. Là. S'il y a un nouveau conjoint, si un des deux a un nouveau conjoint, ben, le crédit personne à charge, on ne peut plus le demander parce que crédit personne à charge, c'est pour les personnes célibataires, séparées, divorcées, veuves. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas de conjoint. Et bon, s'il y a juste un enfant, moi, je vois ça souvent avec mes clients. C'est bon, chacun leur année. Les années paires, c'est madame. Les années impaires, c'est monsieur. Et on continue comme ça. S'il y a 2 enfants, ben à ce moment-là, là, chacun pourra prendre le crédit pour personne à charge. Toujours en supposant qu'il n'y a pas de pension alimentaire qui est versée. Parce que des fois, en garde partagée, il y a quand même une pension alimentaire qui est versée. Exact. Donc, si on a une pension alimentaire qui est versée, le payeur de la pension alimentaire versée pour les enfants ne peut en aucun cas,
dans une année autre que la séparation, réclamer le crédit pour personne à charge admissible. Il y a une petite exception. Il y a une petite exception dans l'année de la séparation. Oui, exact. Fait que là, je crois qu'on vient de régler 2-3 questions qu'on a eues à cet égard-là. Merci beaucoup. Bien, Chantal, il y en avait un autre, ça disait deux ex-époux ont 2 enfants de moins de 18 ans. Les 2 ex-époux se séparent en 2023, mais habitent toujours dans le même domicile jusqu'au 31 décembre 2023. Est-ce que les 2 ex-époux peuvent, pour 2023, avoir droit chacun à un montant pour personne à charge admissible, le montant équivalent de conjoint? On a le droit à un montant par habitation. Donc, si on habite encore ensemble, on est vraiment séparés, mais à l'égard, on a droit à un montant pour personne à charge admissible par habitation. Donc, un des deux. Il aurait fallu qu'il y en ait un des deux qui parte au 31 décembre. Non. Exact. Merci à vous deux. Merci. Bon, donc cela c'est fait. Question 8. Est-ce avantageux de contribuer à un régime enregistré d'épargne-études? Ton micro. Réponse courte pendant que Luce ouvre son micro, ça doit être oui, mais vas-y, Luce. On a encore ton micro fermé. Désolée. Ma réponse, c'est oui. Bien sûr que ça va être avantageux. Puis pourquoi? Parce que, par exemple, le premier 2 500 de contribution dans un régime enregistré d'épargne-études va donner une subvention de 20 au fédéral et de 10 au Québec. Donc, 30 de rendement dès qu'on fait une contribution dans l'épargne-études. Et par la suite, cet argent-là qu'on a contribué et les subventions vont aussi générer des revenus jusqu'à ce que l'enfant aille aux études postsecondaires. Il y a des subventions supplémentaires aussi qui sont calculées en fonction du revenu familial. Et il y a le bon pour études canadien aussi qui existe pour, si jamais on n'avait jamais réclamé de subvention, un enfant rendu à l'âge de 18 ans pourrait réclamer ce bon-là, mais c'est toujours en fonction du revenu familial. Juste vous mentionner que si je n'ai pas mis 2 500 à chaque année, ben, je pourrais aller récupérer une année. Une année, je pourrais mettre 5 000 par exemple, puis avoir droit à la subvention complète, la subvention de base. Et peut-être, en terminant, vous dire que ce n'est pas uniquement les parents qui peuvent contribuer à l'épargne-études, ça peut être les grands-parents. Alors, suggestion des grands-parents, qu'elle doit faire aux petits-enfants. Voilà. Parfait. Mais on peut même aussi, je pense pas que tu l'as dit, Luce, les gens à faible revenu peuvent même juste ouvrir un régime enregistré d'épargne-études parce que tu as parlé du bon d'études canadien, mais la simple ouverture du compte sans même y verser un sou, tu ouvres droit à, là c'est un montant, je crois que c'est 500 la première année. À l'ouverture et 100 par année par la suite, même si les parents ou les grands-parents ne mettent aucun sou dans l'épargne-études. Et pour avoir droit à ça, il faut que les parents de l'enfant, donc soient soient imposés avec le revenu familial sous le premier taux, quelque chose comme ça, là, autour de... Oui, c'est ça. C'est bon. Donc, question réglée. Question suivante. Mon conjoint et moi avons acheté une première maison cette année. Avons-nous droit chacun au crédit pour l'achat d'une première maison? Mais non, on doit partager. On a droit à un montant, rappel, là, on a droit à 10 000 à un taux de 15 au fédéral. Et on a le droit à un autre 10 000 à un taux de 14 quand j'ai l'économie d'impôt de 14 au Québec. C'est possible de le partager avec le conjoint, mais c'est un montant seulement à l'égard de l'habitation. Donc, pas possible on ne peut pas doubler. Peut-être un petit rappel de c'est quoi, qu'est-ce qui donne droit à l'achat, au crédit pour l'achat d'une première maison. On n'a pas besoin de présenter de frais. OK, de preuves comme qu'on a payé des frais spéciaux parce qu'on a acheté une maison. C'est un montant de 10 000 qui nous est accordé. Il faut, pour pouvoir réclamer ce crédit-là, que ni le particulier ni son conjoint n'aient été propriétaires d'une autre habitation dans l'année ou dans les 4 ans précédents. Ça peut être une maison neuve ou une maison qui existe déjà. Puis, il faut avoir l'intention de l'utiliser comme étant notre lieu principal de résidence, par exemple. Ça, il ne faut pas l'oublier. Okay? Il ne faut pas que ce soit pour un chalet ou si j'ai déjà un chalet et que je décide d'acheter, parce que j'ai un chalet mais je n'ai pas de maison, et que je décide d'acheter une première habitation, je pourrais avoir le droit au crédit. Voilà. Merci. Question.
Comment faire pour demander le crédit pour frais de garde du Québec par anticipation? Mon micro est ouvert. Bon, ça va être, c'est quand même assez simple. Faut d'abord que vous soyez inscrit au dépôt direct parce que le ministère n'acceptera pas, Revenu Québec n'acceptera pas. Mais vous pouvez faire la demande par Internet. Ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est qu'il faut obtenir le formulaire de la garderie. Ce formulaire-là, les garderies sont habituées de les compléter. Puis le formulaire, tout ce qu'il va indiquer, c'est bien sûr le nom de l'enfant, bien sûr, mais il va aussi indiquer le taux pour chaque année, pour chaque jour de garderie et le nombre de jours dans l'année. Une fois que vous avez ça, vous allez sur le site de Revenu Québec et vous allez estimer tout simplement vos revenus de l'année courante et vous allez déposer sur le site le formulaire de la garderie et le calcul va se faire automatiquement. Vous allez recevoir les crédits d'impôt anticipés à chaque mois. Vous allez recevoir un montant. Si vous voulez avoir le montant pour l'année au complet, bien, habituellement, on dit aux gens de faire la demande avant le 1er décembre. Par exemple, pour 2024, avant le 1er décembre 2023. Mais c'est toujours possible de les faire par la suite. On n'aura pas le premier versement, tout simplement. Et à la fin de l'année, quand on va faire les déclarations de revenus, ben, on va ajuster en fonction des frais de garde réels qui ont été encourus. Par exemple, s'il y avait eu d'autres frais de garde, on aurait droit à d'autres crédits, un crédit supplémentaire. Voilà. Merci. Question 11. Pardon. Mise en situation. J'ai 2 enfants âgés de 3 et 8 ans. Mon fils de 3 ans a des besoins particuliers, mais il n'est pas considéré avoir un handicap. Pour l'année 2023, j'ai payé des frais de garde de 12 000 pour mon enfant de 3 ans et aucun frais de garde pour mon enfant de 8 ans. Question. En ce qui concerne la déduction pour frais de garde au fédéral et le crédit d'impôt pour frais de garde du Québec, il existe des seuils maximums par enfant. Que se passe-t-il lorsque les frais de garde sont supérieurs à ces seuils? Est-ce que l'excédent est tout simplement perdu? Donc, c'est moi qui vais répondre à cette question-là. Donc, pour les frais de garde, autant au fédéral qu'au Québec, il y a des plafonds. OK? Je suis limitée. Pour un enfant handicapé, ça tourne, mais c'est 11 000 au fédéral, 15 545 au Québec. Pour un enfant de moins de 7 ans, ce qui est le cas ici, on en a un de 3 ans, donc c'est 8 000 au fédéral et c'est 11 360 au Québec. Et pour les autres enfants, là, les enfants de 7 à 18 ans, à 16 ans, c'est 5 000 au fédéral, 5 720 au Québec. Donc, oui, c'est vrai que les plafonds, la façon que ça fonctionne selon la mise en situation, au fédéral, je vais pouvoir cumuler les plafonds de chacun des enfants, même si pour mon enfant de 8 ans, je n'ai pas de frais de garde. Donc, j'aurai à ce moment-là au fédéral, pour mon enfant de 3 ans, mon plafond était de 8 000 $. Pour mon enfant de 8 ans, c'est 5 000 $. Donc, j'aurai droit à 13 000 $. Tout ça aussi en considérant aussi qu'au fédéral, c'est important, là, il y a aussi une autre limitation, c'est-à-dire qu'il faut considérer les 2/3 du revenu gagné de la personne qui demande la déduction. Mais en considérant que ça, c'est correct, là, il y a suffisamment de revenus, bien, je pourrais déduire le 12 000 en totalité parce que j'aurai mes 2 plafonds là, qui fait un total de 13 000. J'ai payé 12 000, donc je pourrais déduire mes frais en totalité. Par contre, du côté du Québec, ce n'est pas tout à fait le même principe. OK? Je peux cumuler les plafonds des enfants seulement si j'ai des frais de garde pour chacun des enfants. Donc, dans la situation ici, j'ai des frais de garde seulement pour mon enfant de 3 ans. Donc, ça sera le plafond pour l'enfant de 3 ans qui est 11 360 qui me donnera, là, qui sera admissible. Là, il y a seulement 11 360 du 12 000 payés qui sera admissible au crédit pour frais de garde. L'excédent va être perdu, malheureusement. Il n'y a pas de report, il n'y a pas rien à faire, ça sera perdu. Par contre, si j'avais eu ne serait-ce que 100 $ de frais de garde pour mon enfant de 8 ans, j'aurais pu additionner les 2 plafonds. J'aurais pu additionner le 11 360 avec le 5 720 pour l'enfant de 8 ans. On aurait pu les additionner.
Donc, c'est peut-être une petite stratégie, entre parenthèses, aller faire garder l'enfant de 8 ans quelques jours au service de garde de l'école pour être capable là, de pouvoir déduire tous les frais de garde. Merci, Caroline. Bienvenue. Donc, on arrive à la question 12. Mon fils étudie à temps plein à l'université en 2023. Puis-je réclamer les frais de scolarité et le coût des livres si c'est moi qui les paie? Est-ce que j'ai droit à un crédit quelconque puisque son revenu pour 2023 est d'environ 6 000? Il y a quelques éléments ici à reprendre. Au niveau des frais de scolarité, peu importe qui les paie, c'est d'abord, je l'ai mentionné tantôt, c'est d'abord à l'enfant qu'appartient la possibilité de réclamer le crédit pour frais de scolarité. Si lui en a pas besoin, il peut choisir de le transférer à son parent, mais il peut aussi choisir de le garder pour le futur. Pour ce qui est du coût des livres, il n'y a aucun crédit possible. Il y a jadis eu, pour les plus vieux parmi nous, il y a jadis eu un montant pour manuel qui existait, mais ce montant-là, qui était d'ailleurs un montant par mois, ce montant-là a été aboli. Donc, on n'a que les frais de scolarité qui vont être admissibles. On va retrouver ça sur le relevé que l'université va remettre à l'enfant. À l'enfant, je ne sais pas si on peut encore dire ça, un enfant quand ils sont rendus à l'université. Et puis, après ça, on se dit, est-ce que j'ai le droit à un crédit quelconque, vu que le revenu de mon enfant est d'environ 6 000 $? Oui, ce à quoi je pense, votre enfant à 6 000 $ n'aura pas d'impôt à payer, mais au niveau du Québec, il y a un crédit qui existe, qui est le montant pour, je m'en disais pour personnes à charge admissible, montant pour enfants aux études postsecondaires, okay, qui peut vous être accordé. Vous allez faire le calcul de ce, parce qu'à 6 000 de revenus, si votre enfant était aux études à temps plein en 2023, vous auriez le droit à un montant 4 496 là, à un taux de 14 %. Vous pourriez faire le calcul. Vous allez faire ce calcul-là à partir de l'annexe S, comme Sylvain, qui était dans la déclaration de revenus, qui apparaît dans la déclaration de revenus de l'enfant. Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? On calcule d'abord dans la déclaration de revenus de l'enfant à l'annexe S le montant qui pourra vous être accordé et ce montant-là, il vous est transféré dans votre annexe A, vous le parent, de votre déclaration de revenus. Fait que c'est un chiffre qui se promène de déclaration de revenus à l'autre, mais le premier endroit où le calculer, c'est à l'annexe S de la déclaration de l'enfant. Donc, il faut que l'enfant produise. Ah oui, bonne idée. Oui. Effectivement. Bon, Bonne idée. des petites questions que j'ai vues passer dans le chat à travers nos discussions. Et tantôt, Caroline, là, ça fait un petit bout, mais tu as parlé de résidence. Donc, Oui. si on vend notre résidence principale et qu'on va en appartement avant la date officielle de la vente, il n'y a pas de date, là, mais mettons, je vends le 15 mars, je vends ma résidence pour le 30 juin, puis le 15 mars, je m'en vais en appartement. Est-ce que le gain capital doit être calculé pour les mois pour lesquels j'habitais plus la résidence? Bien, en fait, si c'est le 15 mars et 30 juin, il n'y a pas de problème. C'est dans la même année. Donc, ça a été ma résidence principale pour cette année-là. Donc, il n'y a pas de problème. Si la vente ne se fait pas tout de suite après que je sois partie en appartement, que ça prend du temps, bien, si ça prend 1 an, bon, c'est encore pas trop grave parce que j'ai l'exemption qui me permet d'ajouter 1 année de grâce, donc un +1 au calcul. Si c'est plus long que ça, 2, 3, 4 ans, ben, il pourrait y avoir un gain. Parce que là, c'est toujours ma résidence, mais c'est plus ma résidence principale. J'habite plus dedans. D'accord avec moi, Chantal? Oui, Tout à fait. tout à fait, parce qu'on dit, est-ce qu'à un moment de l'année en 2023, elle était ma résidence principale? Ben oui, OK, jusqu'en mars. Fait que une journée dans un an, ça fait 1 an. Dans nos calculs, c'est pas par mois, OK, c'est par année. Donc, même s'il y a un gap entre, que ça se passe dans la même année, il n'y a absolument aucun problème. C'est pas la même question, mais c'est sur la même thématique de la résidence principale. Quand et comment déclarer un changement d'usage? Qui répond? Vas-y.
OK. Ben, le changement d'usage, il se déclare au moment où il est fait, dans l'année où il est fait. Donc, comment on le fait? Ben, lorsqu'on vend le bien, on vient tout simplement inscrire dans notre déclaration d'impôt qu'il y a eu changement d'usage, donc disposition réputée à la juste valeur marchande. Il existe des choix qui sont possibles de faire là, selon les dispositions de la loi. Là. Il y a un choix autant pour si c'était personnel, devient pour gagner du revenu, ou si c'était gagner du revenu, devient personnel. Donc, c'est un choix. Là. Je sais que moi, mon logiciel d'impôt, il génère la lettre du choix pour qu'il reste juste à signer et envoyer au gouvernement pour venir mentionner que j'ai fait le choix en vertu de telle disposition de la loi pour reporter l'imposition à plus tard, là, au moment réel de la vente. Caroline, je suis Oui. contente que tu précises ça. Toi, tu es plus en pratique que moi, je le suis maintenant. Mais c'est encore une lettre qu'il faut envoyer, Oui, même si c'est ça encore... marche. C'est pas un choix qui se fait. En fait, ton Non. logiciel produit, Oui. mais Une lettre. attention d'envoyer la lettre. Oui, OK? c'est bien très important. important. Exactement. OK. C'est bien important d'envoyer la lettre de choix là, dans l'année où le changement d'usage a lieu. Je ne l'avais pas vu, mais Sophie avait déjà répondu à cette question-là d'accord. dans le chat directement. Et elle parlait aussi de la lettre, de la fameuse lettre. Ah, bon, d'accord. J'ai une question. J'ai peut-être une précision, je n'ai pas vu ce que Sophie a répondu. Est-ce qu'on a traité de la situation où on avait un immeuble qui était locatif et qui devient maintenant personnel, ou on a traité que de la question où j'avais une résidence qui devient maintenant locatif? Non, j'ai pas eu le temps de l'écrire, puis on est arrivé sur la question. Fait que oui, il manque l'autre côté. Peut-être si tu veux y aller, Chantal. OK. Parce que le choix qu'on parle, parce que là, on parle toujours de notre résidence qu'on va commencer à louer. Fait que tout ce qui est dit là, c'est vrai. Par contre, des fois, il y a une situation inverse. J'avais un immeuble qui était loué et maintenant, je veux commencer à l'habiter. OK? Et là, ça fait aussi un changement d'usage. Donc, aussi, la règle générale qui dit tu dois déclarer ton gain en capital. Et là, ben, elle n'était pas ta résidence principale, là. Donc, tu n'as pas le droit d'exercer pour résidence principale. Elle était louée auparavant. Mais ce choix-là, quand on est à l'inverse, on peut faire aussi un choix. Dans la loi, on dit le choix de 45.3. On peut aussi faire un choix de dire je ne veux pas déclencher un gain en capital, une disposition à la juste valeur marchande, mais à ce moment-là, si on a des conditions à rencontrer, si on les rencontre, le choix, on aura à l'envoyer qu'au moment de la vente. OK? Il ne se fait pas au moment du changement d'usage. OK? Fait que, voilà. Merci. Tantôt, on a parlé de 12 mois de vie commune. Puis là, il y a une question, c'est pour être considéré, le 12 mois de vie commune, pour être considéré comme conjoint de foi, doit-il s'être produit dans l'année 2023 pour la déclaration 2023 ou au moment de produire la déclaration en 2024, si ça fait 12 mois, on est pris pour le déclarer? Non, deux choses à dire là-dessus. Pour être considéré conjoint pour 2023, il faut avoir vécu 12 mois, pour avoir eu 12 mois de vie commune au 31 décembre 2023. OK? Ce que Caroline nous a dit tantôt, c'est que dès qu'il y a le changement, mettons que mon 12 mois, je l'ai atteint le 1er juin 2023, là, ce serait important d'appeler aux deux ministères pour déclarer notre changement d'état civil. Mais la règle, c'est qu'il faut qu'au 31 décembre de l'année, ça fasse au moins 12 mois qu'on vit ensemble et là, on sera considéré conjoint pour toute l'année. Ben, depuis qu'on est conjoint. C'est 12 mois ou l'arrivée d'un enfant. D'un an. De la naissance d'un enfant. Ou encore si on a un enfant en commun. Par exemple, j'ai été avec quelqu'un, on a eu un enfant, on s'est séparés. 4 ans après, on recommence à vivre ensemble. Mais là, le nez, j'ai pas besoin d'attendre 12 mois. On a un enfant en commun, on est tout de suite conjoint. Parfait. Tantôt, je pense que justement, Luce, tu as parlé du régime enregistré d'épargne-études. On a dit on peut récupérer une année. Et là, la question, c'est on peut récupérer une année à la fois ou on peut récupérer une année sur tout le 17 ans? Non, c'est une année à la fois.
C'est ça. Ça, c'est clair. Donc, si je n'ai pas rien mis une année, l'année d'après, je peux mettre 5 000. Mais si je n'ai pas rien mis pendant 4 ans, je ne peux pas récupérer les 4 ans. C'est juste une année que je récupère à la fois. Oui, mais c'est ça. Mais mettons que tu mets rien de 0 à 4 ans. L'année 5, tu peux récupérer une année. L'année 6, tu peux encore récupérer une année. L'année Oui, 7, c'est ça. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais tu peux tout, Voilà. c'est ça. Mais une année à la Jusqu'à fois. l'âge de 17 ans pour contribuer. Jusqu'à l'âge de à 17 ans. Parfait. Voilà. Bon, je poursuis. Bougez pas. La souris se promène. On revient sur les changements d'usage. Que se passe-t-il si la fameuse lettre n'a pas été produite? Ou si vous ne l'avez pas, c'est ça, vous n'avez pas déclaré votre changement d'usage? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ça n'a pas été déclaré, bien, il est possible de faire un choix tardif, OK, de produire le choix tardivement, mais il faut prendre en considération qu'il y aura une pénalité qui sera applicable là, au choix tardif. Donc, sinon, ben, il faut peut-être évaluer la pénalité versus le gain, parce que quand on fait le choix, ça nous donne la possibilité d'aller désigner 4 années supplémentaires la résidence comme étant notre résidence principale, même si je ne l'occupais pas. Donc, c'est-à-dire que si ma maison était louée, je décide de l'utiliser à des fins personnelles, je fais mon choix. Bien, lorsque je vais vendre cette résidence-là, je pourrais la désigner toutes les années où ça a été utilisé personnellement, mais je pourrais aussi désigner 4 années précédentes où elle était louée comme étant exemptée du gain. Donc, c'est un peu à ça que ça sert le choix, que c'est important de le faire. Fait que, donc, si j'ai oublié, j'ai omis de faire le choix, je peux le faire tardivement, mais il y aura une pénalité. Et là, c'est d'évaluer combien coûterait la pénalité versus c'est quoi l'impôt sur le gain en capital. Parfait, merci beaucoup. Bon, je pense que ça fait le tour de nos questions. En terminant, en plus de remercier chaudement mes collègues, j'aimerais vous dire que hier, on avait fait une soirée d'information qui portait spécifiquement sur les nouveautés. Donc, ça sera déposé prochainement sur notre site web si vous voulez écouter cette capsule-là parce que vous l'avez manqué ou avoir accès à notre présentation. Et la semaine prochaine, mardi le 20, il y aura une autre soirée d'information sur les déclarations d'impôts, sur la thématique la fiscalité et les aînés. Et mercredi le 21, sur la thématique la fiscalité, la santé et les aidants naturels. Donc, tout ce qui touche autour là, des crédits d'impôt relatifs à des frais médicaux ou aidants naturels. Donc, on sera de retour la semaine prochaine. Si ces éléments-là vous concernent, vous pouvez venir nous rejoindre à nouveau. Alors, merci d'avoir été avec nous et on vous dit à bientôt.